Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de Crack the Data avec Perrine. Perrine qui a la double casquette Data Scientist, Data Engineer. Elle va nous parler aujourd'hui de systèmes de recommandation, donc des choses avec lesquelles on est tous familiers, plus particulièrement grâce aux méthodes de collaborative filtering. Donc toutes les ressources sont disponibles sur notre plateforme d'apprentissage Julie, le lien est juste en bas dans la description. N'hésitez pas à la rejoindre. On vous souhaite un très bon apprentissage et un bon visionnage, à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, je suis Perrine et aujourd'hui je vais vous parler de collaborative filtering pendant une trentaine de minutes. Collaborative filtering ou filtrage collaboratif en français. Je vais faire toute une première partie sur un peu théorique sur les systèmes de recommandation et ensuite un peu de pratique sur un jeu de données bien connu, le jeu de données MovieLens, qui regroupe des notes pour des utilisateurs sur des films. On va voir brièvement quelques notions d'algèbre linéaire, mais ce sera relativement vulgarisé. Et ensuite, il y aura dans le notebook des graphiques à tracer, certaines librairies Python comme SciPy et NumPy qui seront utilisées, et Colab. Donc, si vous ne connaissez pas trop, n'hésitez pas à faire un tour sur d'autres vidéos qui en parlent un peu. On y va. Donc d'abord, quelques généralités sur la recommandation. On va voir ce qu'est un système de recommandation et en particulier, on va en voir deux, la recommandation par contenu, ou Content-Based Recommendation, et le filtrage collaboratif. Donc les systèmes de recommandation, il y en a beaucoup, ils sont partout et on les utilise tous les jours. Ça peut être Netflix qui nous conseille quel film regarder, Amazon qui nous propose de quoi acheter, Spotify qui nous recommande des musiques, mais on en trouve sur de nombreux autres sites d'e-commerce qui sont moins connus. Et également derrière des plateformes comme Medium qui nous proposent des articles adaptés à ceux qu'on a déjà lus au préalable. Ça peut être aussi sur des apps de dating ou des réseaux sociaux qui vont nous conseiller des personnes à dater ou des amis. En fait, dès qu'un objet ou une personne vous est suggéré à acheter, à cliquer, à voir, derrière, il y a un système de recommandation. Il y a même des systèmes de recommandation derrière certains moteurs de recherche. Par exemple, Google personnalise ses résultats en fonction de la personne. Et on peut s'en rendre compte quand on fait une recherche en navigation privée, c'est-à-dire que Google n'a pas d'historique sur vous en navigation privée. Et là, on peut s'apercevoir que les résultats sont légèrement différents. Donc, ils sont partout et variés, mais en fait, c'est parce que c'est un mot un peu générique pour désigner différentes approches. En anglais, on va différencier les Content-Based Recommender System et le Collaborative Filtering. Dans les approches content-based, on peut faire une approche plus spécifique sur le contenu. Donc, je vais prendre l'exemple de la recommandation de musique. Si on recommande de la musique sur le contenu, ça va vouloir dire que l'algorithme lit la musique, analyse les rythmes, détecte les instruments joués, etc., etc. En fait, il fait une analyse d'empreintes ou de footprints en anglais. C'est ce que Shazam fait, par exemple. Sur les métadonnées, ça consiste à plutôt prendre en compte le genre, les artistes, le label, l'année de sortie. Et on va pouvoir recommander des musiques qui sont similaires parce qu'elles ont le même genre, par exemple. Et enfin, sur l'approche collaborative filtering, ça se base sur la connaissance qu'on a des interactions entre les utilisateurs et les objets sur l'ensemble de tous les utilisateurs. Donc c'est ça qu'on va aller voir un peu plus en détail. Et voilà. Et on s'imagine aussi parfois que les systèmes de recommandation sont compliqués, alors que, par exemple, sur beaucoup de sites d'e-commerce, ce sont juste des reprises de paniers qui n'ont pas été commandés, du retargeting ou des choses comme ça. Voilà, un petit slide pour vraiment mettre l'accent sur la différence entre le collaborative filtering et le content-based filtering. Du coup, là, on va voir par exemple les utilisateurs qu'on appellera Alice et Bob.
qui ont tous les deux lu et aimé les articles verts et rouges. On va donc dire qu'ils sont similaires en lu. Et Alice a lu l'article bleu que Bob n'a pas lu, mais comme elle l'a aimé, on va le conseiller à Bob. Alors que pour l'approche content-based, on sait que Bob a lu l'article rouge et on sait quel est le contenu de l'article rouge en termes de mots-clés, de thématiques. On sait aussi que l'article vert a les mots-clés et les mêmes thématiques que l'article rouge. Donc, c'est en se basant sur ça qu'on va le conseiller à Bob. On voit bien ici que plus le média est riche, plus ça va être lourd de faire de la recommandation par contenu. En fait, déjà là, il a fallu parcourir l'article et puis apprendre des données dessus. Et si c'est de la musique ou de la vidéo, il va falloir processer tout ça. Donc c'est pour ça qu'on met l'accent sur le filtrage collaboratif. Mais même en soi, le filtrage collaboratif, ça regroupe différentes approches. Je vais parler de l'approche en mémoire in memory, qui est assez intuitive et qui va nous permettre de comprendre ce que c'est. Et puis l'approche par modèle, qui va nous permettre d'aller plus loin vers des données plus volumétriques. Donc, voilà une petite idée du principe du filtrage collaboratif. L'idée, c'est qu'on va toujours travailler avec des données de format utilisateur-objet ou user item en anglais. Et dans le reste de la présentation, pour des questions et pour la pratique, on va considérer que les objets sont des films. Donc, c'est pas tout, il nous faut aussi des feedbacks utilisateurs. Le feedback utilisateur, il peut être explicite, on va dire que l'utilisateur est actif, c'est-à-dire qu'il a donné une note, par exemple, de 0 à 5. Ici, Alice a noté l'objet orange 5. Bob a noté l'objet vert 4. On a des feedbacks explicites sur les sites comme Allociné, par exemple, ou IMDb. Mais le plus souvent, c'est des feedbacks implicites ou passifs. Ça va être, par exemple, la lecture d'un article sur Medium ou le partage de cet article. Ça, c'est considéré comme un feedback. Et puis, c'est au développeur de définir qu'est-ce qu'il va mettre dans sa matrice comme valeur pour définir ce feedback. Et ce qui est intéressant dans cette approche de filtrage collaboratif, c'est qu'il n'y a pas besoin d'autres données que juste ça. C'est-à-dire qu'on n'a aucune connaissance de l'âge de la personne, de son genre. Là, c'était juste pour les raisons de l'explication que je vous ai dit que c'était Alice et Bob, mais en vrai, on n'a pas besoin de savoir ça. Ça peut juste être des identifiants d'utilisateurs sur les colonnes et des identifiants de films, et on s'en fiche. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est si impressionnant, en fait, le filtrage collaboratif. Les utilisateurs, souvent, se demandent comment les recommandations peuvent être si pertinentes alors qu'ils n'ont rien indiqué de leur goût, ou en tout cas, ils ont l'impression de n'avoir rien indiqué de leur goût. Et on joue sur la volumétrie d'utilisateurs, la masse. C'est ça qui va permettre de retrouver des patterns et d'expliquer où se trouve un utilisateur par rapport aux autres. D'ailleurs, c'est pour ça que le filtrage collaboratif fonctionne vraiment mieux quand on est sur de gros catalogues d'objets et quand les utilisateurs ont un minimum de notes pour un minimum d'objets. Bien sûr, les utilisateurs ne peuvent pas noter l'ensemble de tous les objets ou de tous les films parce que des fois, on est sur des volumétries à plusieurs dizaines de milliers de films. Et donc, on se retrouve avec des matrices comme ça, mais qu'on appelle creuses. C'est-à-dire qu'il y a énormément de valeurs non définies ou de valeurs qui sont des zéros. En anglais, on appelle ça des matrices sparses. Donc, depuis tout à l'heure, je parle principalement de l'approche user item. C'est-à-dire qu'on va recommander un objet à un utilisateur ou un film à un utilisateur. Et pour cela, un peu le formalisme, c'est pour un utilisateur à Alice, on va trouver tous les utilisateurs qui partagent des feedbacks similaires
et recommander ensuite tous les objets que ces utilisateurs ont aimés à Alice. Mais il y a aussi l'approche item-item, c'est-à-dire qu'on va, pour un objet donné, retrouver d'abord tous les utilisateurs qui ont aimé cet objet et ensuite voir tous les objets qui ont aussi été aimés par ces utilisateurs. Ça fonctionne bien en fait sur de petits volumes, cette approche, mais on est rapidement dépassé en mémoire et en temps de calcul sur des grosses volumétries, parce qu'on voit bien qu'il y a plusieurs sauts à faire. Et du coup, le calcul de similarité dont j'ai parlé, il va se faire avec différents moyens. Souvent, on utilise la similarité cosinus. Ça revient comme à définir un angle entre les vecteurs d'utilisateurs et entre les vecteurs de film aussi. Donc, si l'on fait la similarité cosinus entre Alice et Bob, on voit qu'elle est plus élevée qu'entre Alice et Jules. Et donc, on en déduit que Alice et Bob sont plus similaires. On va avoir tendance à recommander plutôt les films que Bob aime à Alice plutôt que ceux que Jules aime à Alice. Et quand on fait ça sur l'ensemble des films et sur l'ensemble des utilisateurs, eh ben, on peut arriver à des recommandations assez pertinentes, mais coûteuses. Une approche mémoire un peu moins coûteuse qui permet de faire ça, c'est grâce aux bases de données de type graph. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin ici, mais il y a notamment Neo4j qui en est une. Et là, je vous ai mis une représentation de ce que ça peut être un graphe. Donc, c'est des nœuds, ici les utilisateurs et les films, et des liens entre les nœuds. Et on voit bien que si on veut recommander un film à Alice en user item, en approche user item, et ben, on va voir que Alice a en commun avec d'autres utilisateurs le film orange et que Bob et Jules, qui ont aussi le film orange, aiment aussi le film vert. Donc on voit qu'Alice n'a pas déjà aimé le film vert, on va lui recommander. Évidemment, c'est vraiment simplifié. Normalement, les liens ont un poids qui correspond à la note. Donc, il y a l'approche par modèle pour contrebalancer tout ça, ce dont j'ai parlé, qui fait que ça devient très lourd en approche par mémoire. L'idée avec l'approche par modèle, c'est de pré-processer un modèle. Souvent, c'est pendant la nuit. Donc, pendant la nuit, il y a un algorithme qui tourne et qui apprend sur l'historique des interactions utilisateur-film et sur ce qu'il y a eu de nouveau dans la journée. Comme ça, la journée suivante, il suffit de prendre ce qui a été appris et de recommander ce qui a été appris dans la nuit à l'utilisateur qui arrive. Donc, pour définir un modèle, il faut, c'est dans le cadre d'un apprentissage supervisé. Donc, on cherche à approximer une valeur de vérité qu'on connaît déjà. Comme dans toute approche supervisée, on va travailler avec une phase d'apprentissage, d'approximation, et une autre phase de test où on voit si l'approximation est bonne. L'idée, ça va être de séparer du coup le jeu de données en un ensemble d'entraînement et un ensemble de tests. Et une notion qui est assez importante, c'est la notion de représentation latente. On les appelle embeddings en anglais. En fait, dans l'approche par modèle, on va apprendre un vecteur par utilisateur et un vecteur par film. Ces vecteurs-là auront une plus petite dimension que si on prenait la ligne complète de l'utilisateur et la colonne complète du film de la matrice initiale. Et donc, trouver une bonne représentation latente pour un utilisateur ou un film, ça permet d'avoir un processing plus rapide, mais aussi d'apprendre quelque chose de l'utilisateur du film. Ça capture une donnée qu'on peut appeler complexe. Par exemple, la première valeur dans les vecteurs de film, ce sera peut-être à quel point le film est un film ancien ou en noir et blanc. Et pour les utilisateurs, cette première valeur sera à quel point l'utilisateur aime les films anciens ou en noir et blanc. La même chose pour les effets spéciaux, etc. Une méthode
pour apprendre un modèle, c'est la réduction de matrices, ou la factorisation de matrices. Et un des algorithmes pour faire ça, c'est la SVD, décomposition en valeurs singulières. Ça se base sur l'idée en algèbre linéaire qu'une matrice peut être décomposée et diagonalisée par une base orthonormée de vecteurs propres. Donc ça veut dire que cette matrice R va être décomposée en U fois sigma fois F, chacune de U, sigma et F étant d'autres matrices. Et là, on est sur une égalité. Donc on ne perd pas de données, mais on n'arrive pas non plus à gagner de la facilité de calcul. Et ce qu'on veut, nous, c'est gagner de l'espace, la facilité de calcul. Donc, ce qu'on va faire, c'est se baser sur une autre propriété de ces vecteurs propres, c'est-à-dire qu'ils vont condenser l'information. Et ils vont essayer de la condenser au maximum dans un minimum de valeurs. On va donc tronquer ces matrices pour les diminuer. Et on va le chiffre auquel on va les tronquer, on va appeler ça la dimension latente, la dimension de la représentation latente. Ça va être, on le verra tout à l'heure, entre 20 ou 50. Et du coup, là, on arrive vraiment à avoir une représentation plus petite pour les utilisateurs, avec la matrice U-trunc, et une représentation plus petite pour les films. Et quand on a ces représentations plus petites, quand on les multiplie, on arrive à l'équivalent de la matrice initiale, mais approximée. On voit ça ici. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que la matrice initiale, elle était très creuse, avec beaucoup de valeurs soit 0, soit non indiquées, alors que les représentations latentes qu'on apprend, elles sont complètement pleines. Pour avoir une bonne dimension de représentation latente, on va en tester plusieurs, et ce qu'on va chercher à faire, c'est minimiser une fonction de coût. La fonction de coût souvent utilisée, c'est l'erreur quadratique moyenne, ou MSE en anglais. Donc en fait, c'est la moyenne de toutes les erreurs par note, c'est-à-dire la note initiale moins la note approximée. Et là, je me suis trompée, c'est utilisateur 1, film 1, moins la note approximée de utilisateur 1, film 1, pour tous les films et tous les utilisateurs. Voilà un peu une idée de ce que c'est qu'une SVD. Il y a d'autres méthodes de factorisation de matrices. Il y a notamment la NMF, comme son nom l'indique. Elle permet d'avoir des représentations latentes supérieures à 0, donc non négatives. Et ça permet d'expliquer un peu plus facilement ce que je vous expliquais tout à l'heure, de quelle est la donnée complexe contenue dans une dimension. Il y a des limites, évidemment, comme tout, au filtrage collaboratif. Les limites, elles sont à la fois philosophiques et techniques. Philosophiquement, en fait, ça se base sur l'idée d'invariabilité des goûts dans le temps, c'est-à-dire qu'on considère qu'un utilisateur qui avait les mêmes goûts qu'un autre dans le passé gardera toujours des goûts similaires dans le futur. Et ça, c'est loin d'être vrai. Et il y a l'effet bulle de filtre qui désigne le fait que on va enfermer l'utilisateur dans toujours ce qu'il aime et donc dans un isolement intellectuel et culturel. Ça, c'est très critiqué en philosophie. Il y a des limites techniques avant tout, et il y a notamment ce qu'on appelle le cold start en anglais, c'est-à-dire qu'on n'a rien à recommander aux nouveaux utilisateurs qui n'auraient pas déjà noté implicitement ou explicitement des objets. On ne sait pas quoi leur donner en recommandation. Et pareil pour des nouveaux films, on ne les recommandera jamais parce qu'ils n'ont jamais été notés. Et donc on va rester comme ça dans un cercle vicieux. Et les approches combinées, ça permet en fait de pallier à ces limites. Donc contre le cold start, on va utiliser une approche content-based ou bien on va juste recommander les films les mieux notés pour commencer. Et puis au début, peut-être l'utilisateur sera enfermé dans les films les mieux notés.
mais ensuite il en sortira parce qu'il aura ses propres notes. J'en reparle ici, mais donc, il y a beaucoup d'approches qui utilisent aussi la relance de panier abandonné en plus dans les bandeaux de recommandation parce qu'en fait, ça marche très bien. Et puis, en deep learning, on peut utiliser le deep learning de deux manières différentes, soit pour faire la factorisation de matrices, ce qui permet de considérer que les matrices n'ont plus besoin d'être orthogonales. Et alors, on peut combiner les couches, les layers linéaires et non linéaires. Et enfin, le deep learning pourrait aussi nous permettre d'apprendre sur des variables qualitatives ou catégoriques, c'est-à-dire celles que depuis le début, on dit qu'on délaisse en filtrage collaboratif parce qu'on n'en a pas besoin. Mais en fait, parfois, ces variables nous permettent quand même d'améliorer le modèle. Voilà, donc sans plus attendre, on va aller sur la pratique. Je voulais juste vous expliquer un peu quel était le jeu de données qu'on va utiliser. Donc, c'est un jeu de données créé à la base pour la recherche sur le filtrage collaboratif. Il comprend des notes de films par des utilisateurs et il en existe différentes variantes. Donc là, nous, on va utiliser celui pour le développement qui fait 1 méga, qui contient un peu moins de 100 000 notes, un peu moins de 9 000 films et 600 utilisateurs. Et il faut savoir qu'il en existe un avec 27 millions de notes, par exemple. Et en fait, c'est très important, ça, de savoir que pour le développement, on utilise toujours des jeux de données à faible volumétrie parce que sinon, on risque de passer derrière son écran des semaines avant d'avoir un résultat. Il existe d'autres jeux de données, notamment sur ce site, GroupLens. Donc il y a MovieLens, il y a aussi Jester Jokes, qui est un jeu de données de blagues. Je vous encourage à y jeter un œil. Et Book Crossing, qui est un jeu de données de notes sur des livres. Sur Kaggle aussi, on trouve pas mal de jeux de données. Donc, je vais tout de suite sur Colab pour vous montrer ça. Hop. Et nous y voilà. Alors, le but de ce notebook, ça va être de découvrir les données user item, comme on en a parlé, d'essayer la recommandation par contenu, mais assez vite, d'entraîner un modèle par SVD et d'évaluer ce modèle par la MSE, c'est-à-dire l'erreur quadratique moyenne. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur YouTube. Si vous en avez, on y répondra. Et comme vous voyez, j'ai déjà écrit le notebook pour aller plus vite et pour pouvoir vous expliquer sans avoir à tâtonner. Donc, on apporte les librairies qu'on va utiliser, notamment NumPy et Pandas pour la manipulation des données, mais aussi l'algorithme de SVD que j'importe de SciPy. TensorFlow, on ne va pas l'utiliser ici, mais vous pouvez tout à fait reprendre le notebook. En fait, à la fin, je fais une NMF, mais ça, c'est pour vous entraîner dans votre coin. Donc, ici, on va juste monter le drive pour pouvoir télécharger le fichier et le dézipper. Une fois dézippé, il y a 4 CSV dans ce dossier. Alors, il y a notamment links tags, ce qu'on ne va pas utiliser, et ratings et movies. On va beaucoup utiliser ratings, que je lis ici. Dans ratings, on a un user ID, un movie ID, la note et un timestamp de la date à laquelle la note a été donnée. On voit que les ID commencent à 1 et non à 0. Et ça, c'est un problème pour beaucoup d'algorithmes, notamment la SVD, mais aussi certains de TensorFlow, qui prennent en compte des ID qui commencent à 0. On va jeter un petit œil à ce que contiennent ces données. Donc, ici, on voit bien que ça commence à 1. Il y a 610 utilisateurs et on voit qu'il y a 193 609 movie ID, ou au moins le maximum est cette valeur. Et c'est pas normal, donc on se dit que c'est parce que les identifiants de films ne sont pas continus. Ça nous embête aussi pour pas mal d'algos.
on va y remédier. Ensuite, on charge le CSV de Movies et là, ça nous donne un peu plus une idée de ce qu'il y a dans ces données. On voit que le premier film, c'est Toy Story, par exemple, un film d'aventure, d'animation pour les enfants, comédie et fantasy. Donc moi, ce que je veux faire dans un premier temps, c'est nettoyer les données. C'est-à-dire que je veux vérifier que les utilisateurs ont au moins un certain nombre de notes et que les films ont au moins un certain nombre de notes égales. Donc là, je vérifie ça en faisant un count par utilisateur des notes. Et un petit describe pour voir où on voit qu'au minimum, chaque utilisateur a au moins 20 notes. Donc ça nous va parfaitement. Ça a déjà été filtré probablement par ceux qui nous fournissent le jeu de données. On va voir s'il en est de même pour les films. Est-ce que chaque film a au moins un certain nombre de notes? Et là, on voit que non. Le nombre minimum de notes pour un film, c'est 1. C'est pas suffisant en fait pour qu'on apprenne des patterns sur les films. Du coup, on va les filtrer. Donc, pour les filtrer, je veux savoir à combien je set mon seuil, le threshold. Là, vous voyez, je spoil un peu que je vais setter à 2. Mais pour ça, j'ai voulu voir comment ces données se représentaient. C'est-à-dire que là, je plotte par bin combien on a de films qui ont une note, combien on a de films qui ont entre 1 et 5 notes, entre 5 et 15 notes. Ça décroît rapidement, alors qu'en plus, mes bins sont de plus en plus larges. Et donc, on voit que si on filtre à 2, on va perdre presque 3500 films. Mais tant pis, on veut bien ça. Donc là, j'ai fait le filtre et ensuite, je merge pour obtenir mon data frame final qui sera filtré en enlevant tous ces films qui ont été notés qu'une fois. Donc à la fin, j'ai 6278 films uniques et 610 utilisateurs. Ça n'a pas changé puisqu'on n'a pas filtré sur les utilisateurs. Alors, ici, comme je vous disais, hop, je lance. J'ai une fonction pour générer des mappings et je les génère ici. En fait, mes mappings, ça correspond à des dictionnaires qui vont faire coïncider des identifiants qui commencent à 0 et qui sont continus avec les anciens identifiants qui commençaient à 1 et qui n'étaient pas continus, notamment pour les films. Et ça, voilà, c'est ce qui nous permet. Donc, j'ajoute au data frame cette colonne avec les nouveaux user ID et movies ID. Et c'est ces user ID et movies ID qu'on donnera aux algorithmes qu'on utilise. Une petite recommandation par contenu, juste pour faire vite. Donc là, je vais voir l'utilisateur 550, qu'est-ce qu'il a noté avec une note de 5. Cet utilisateur a noté 5, Iron Man, Inception, Avengers, Interstellar et Deadpool. Pas mal. Et à partir de ça, je veux faire une recommandation par contenu. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, ce sont les genres des films. C'est des métadonnées qu'on a. J'ai donc fabriqué une matrice qui contient les movies ID et les différents genres. Je les split pour avoir une colonne par genre. Et ensuite, je fais une similarité cosinus. On en a parlé tout à l'heure pour essayer d'avoir les films les plus similaires en fonction de leur genre. C'est assez basique en fait dans ce cas-là. Et ici, je me dis, bon, ok, l'utilisateur 550 a bien noté Iron Man, alors qu'est-ce que je pourrais lui conseiller d'autre? Donc, je prends le movie ID Iron Man, je le donne et je cherche le top 5 des films similaires à Iron Man. Qu'est-ce que ça me donne? Star Wars, Logan's Run, Mad Max, X-Men, The News Under the Seas. Ok. Ce sont tous des films, action, aventure, sci-fi. En fait, ça paraît logique parce qu'on a juste fait une similarité cosinus
sur ces colonnes-là. Donc on va forcément retrouver tous les films qui ont ces genres-là. Bon, c'est un peu basique, mais c'est pour se donner une idée de ce que ça peut faire. Passons maintenant à la factorisation de matrices par SVD pour apprendre un modèle. On utilise SciPy pour représenter les matrices sparses avec CSR matrix. Du coup, ce qu'on veut, c'est cette matrice qui soit une matrice sparse. Et pour ça, on fait un pivot sur le data frame de base qui était juste un data frame avec une ligne par note. Et ce qu'on va donner à notre algorithme, c'est pas ce data frame qui est toujours un data frame, mais vraiment juste la matrice à l'intérieur. Donc on le récupère avec .values qui nous retourne un numpy array. Et ici, je ne vous en ai pas parlé dans la présentation, mais ce qu'on fait, c'est qu'on normalise les lignes par utilisateur. On va essayer d'enlever le biais de chaque utilisateur parce qu'on sait qu'il y a des utilisateurs qui notent très bien mais tous les films sans distinction ou qui notent très mal tous les films sans distinction. Donc on va retirer la moyenne de toutes leurs notes pour apprendre le modèle et ensuite on ajoutera cette moyenne aux prédictions. Donc ici, on se dit qu'on veut une dimension de représentation latente à 30 et on fait cette SVD dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça nous retourne donc une matrice U, une matrice sigma et une matrice VT que j'ai appelée F tout à l'heure dans la présentation, avec à chaque fois une dimension de 30. Donc on a vraiment beaucoup factorisé la matrice, c'est-à-dire réduit la dimension. Ici, on va multiplier ces deux matrices, U et VT, en fait USK et SKVT, qui auront inclus à l'intérieur d'elles-mêmes les valeurs de sigma, ce qui nous permet de faire une prédiction en n'ayant pas 610 fois 6278, mais en ayant gardé ces représentations latentes à 30. Et sur ces prédictions, on va rajouter la moyenne soustraite tout à l'heure. On met tout ça dans un data frame et on obtient une matrice plus creuse du tout. Toutes les valeurs sont remplies. Ici, c'est une petite fonction que je vous laisserai voir pour recommander 10 films à un user ID en se basant sur ce data frame de prédiction et aussi en prenant le data frame de movies pour pouvoir avoir directement les titres et les genres affichés. Et je nous laisse voir le résultat de ces prédictions pour les 3 premiers utilisateurs. Je recommande 10 movies, ce qui me retourne le data frame des films qu'il a déjà noté et les prédictions. Par exemple, pour le premier, il a déjà noté, on est sur le dernier, pardon. Pour le premier, il a déjà noté MASH, Excalibur, Indiana Jones, etc. Et on lui conseille The Godfather, Die Hard, Terminator, Aliens, etc. Pour le second, il a beaucoup aimé ces films aussi. Et on lui conseille ceci. Alors, on est content, on a des recommandations, mais on voudrait bien savoir si elles sont bonnes ou pas. Et c'est pour ça qu'intervient la MSE, c'est-à-dire l'erreur moyenne, l'erreur quadratique moyenne. Donc ici, je reprends juste l'ensemble des étapes précédentes en une fonction que je vais utiliser ensuite. Je définis un ensemble de tests et un ensemble d'apprentissage avec un ratio de 0,7. C'est-à-dire que l'ensemble d'apprentissage fait 70% de l'ensemble global. Et maintenant, avec cette fonction de coût, je veux voir en quoi elle est influencée, en quoi l'erreur est influencée selon la taille des représentations latentes, la dimension des représentations latentes. Je vais donc apprendre différents modèles, un modèle par dimension de représentation latente,
et calculer le coût. On voit que plus on augmente la dimension, moins le coût est élevé. Mais une MSE de 4, c'est encore beaucoup. Et donc, c'est là qu'interviennent tout un tas d'optimisations de modèles dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais que je vous laisse appréhender de votre côté avec ce notebook. À bientôt! Merci encore Perrine pour ce mini-cours, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi rejoindre notre plateforme d'apprentissage Julie, tous les matériaux qu'elle a utilisés sont disponibles dessus, le lien est juste en dessous dans la description. On se retrouve jeudi pour un webinaire avec notre alumni Adrien, il est maintenant Data Scientist chez TF1, donc on se dit à très vite.